D'accord, donc je me présente, je suis Amine Beazouz, je suis doctorant en deuxième année à l'EFS de Stade, encadré par monsieur le professeur Jawad Tebboune. Donc aujourd'hui, on va présenter un modèle particulier des réseaux de neurones qui est l'auto-encodeur. Et on a constaté récemment la citation de ce modèle dans plusieurs travaux scientifiques et que son champ d'application dans l'intelligence artificielle s'agrandit de plus en plus. Les autoencodeurs nous permettent en fait de résoudre des problématiques qui ne sont pas manipulables via les réseaux de neurones classiques. À titre d'exemple, on peut citer le denoising ou l'élimination des bruits dans l'image, la transformation vocale, la génération des images. Et on peut également l'utiliser dans l'apprentissage non supervisé, comme la détection de la fraude et les séries temporelles. Donc, on va introduire l'architecture des autoencodeurs et aussi comment ils fonctionnent dans le processus d'apprentissage. Alors, en général, l'auto-encodeur est un réseau de neurones profonds, mais la particularité qui le différencie des autres modèles, c'est qu'il permet d'obtenir via l'output une reconstruction de l'entrée au lieu d'une sortie de type booléenne ou encore définie par softmax, comme le cas pour le réseau de neurones classique. Alors, l'architecture des autoencodeurs contient trois blocs principaux. Donc, le premier s'appelle un encodeur, et c'est une forme d'une ou plusieurs couches de neurones et qui permet l'agrégation des valeurs d'entrée par le moyen de la matrice des poids Wθ. La deuxième partie s'appelle l'espace latent ou bottleneck. Il s'agit d'une réduction ou une compression des informations d'entrée. Et la troisième partie s'appelle décodeur. Et c'est une partie symétrique inverse de l'encodeur qui permet de reconstruire l'entrée à partir du code obtenu dans l'espace latent par le moyen de la matrice des poids W-phi, qui sont différents de ceux dans l'encodeur. Alors, dans la première phase d'apprentissage, l'encodeur transforme l'information de l'entrée X à travers les couches pour avoir une valeur agrégée ou réduite. On peut représenter cette valeur obtenue par phi θ de X. Et dans la deuxième phase, on obtient la sortie de l'encodeur sous forme d'un vecteur qu'on peut nommer Z. Ce vecteur contient l'essentiel de l'information de la couche d'entrée ou la compression sous forme d'un code. Et dans la troisième phase, le décodeur fait son rôle de reconstruire à partir du vecteur Z. On peut représenter la sortie finale obtenue X' par le décodeur par G, G phi de Z. Donc, si on veut que l'auto-encodeur nous fournisse une reconstruction de l'image de l'entrée, on peut mettre les mêmes images aussi dans la sortie. Dans le processus d'apprentissage, l'auto-encodeur va converger les sorties obtenues au début vers les images désirées, et ce, en minimisant la fonction de l'os, qui est la différence entre la fonction composée de G et F avec l'entrée X. On va essayer par la suite d'appliquer ce processus d'apprentissage sur la base de données MNIST, qui est disponible sur Python, des chiffres numériques, et ce pour concrétiser le fonctionnement interne de l'auto-encodeur et aussi voir le rôle de l'espace latent. Alors, pour arriver à cette fin, on propose de construire une base d'apprentissage de MNIST et mettre la sortie les mêmes images de l'entrée. Bien sûr, on peut personnaliser les couches de l'encodeur et des codeurs en mettant par exemple plusieurs couches et des fonctions d'activation comme ReLU ou sigmoïde, mais à condition que le décodeur soit une symétrie de l'encodeur. C'est-à-dire, si un encodeur est d'architecture 4-3-2, le décodeur doit être d'architecture 2-3-4. Donc, le rôle de l'espace latent est de réduire ou de compresser les images et de retenir les informations pertinentes et puis générer une reproduction de l'image. Donc, l'entrée est réduite en deux dimensions dans notre exemple. Au début, dans la première itération, les valeurs du vecteur Z sont obtenues aléatoirement, puisqu'on fait une initialisation des poids aléatoires et que Z dépend des poids affectés. Puis, dans chaque itération, le modèle actualise les valeurs des poids et donc on obtient des coordonnées actualisées et représentées dans l'espace latent. Puis, dans la dernière itération, on obtient les coordonnées finales de chaque observation et on peut distinguer par la visualisation des classes chiffrées séparément ce forum de clusters distincts, comme ça.
Donc, durant le processus d'apprentissage, le modèle procède à une codification des images et adapte les poids de telle façon à reconstruire la même image d'entrée, et ce en minimisant la fonction de l'os. On obtient une classification non supervisée des images des chiffres numériques. Vers la fin, l'auto-encodeur devient capable de reconstruire une image d'entrée avec une précision élevée développée lors de son processus d'apprentissage. En fait, pratiquement, les auto-encodeurs sont utilisés dans des applications un peu plus complexes, comme cet exemple de l'élimination des bruits dans une image ou le denoising. Cette technique permet de nettoyer une image donnée et d'obtenir une image nette. Alors pour cela, la première étape est d'appliquer aléatoirement des bruits sur les images d'entrée. Il existe bien sûr des méthodes pour cette modification, comme l'utilisation de la distribution de la loi normale pour faire subir les images un bruit aléatoire. Et dans la sortie, on met les images nettes qu'on désire obtenir. Le rôle de l'encodeur est de transformer l'image avec bruit pour extraire les informations pertinentes sous forme d'un code. Et ensuite, il reproduit l'image à partir de la valeur compressée et compare la sortie avec ce qu'il devait avoir, c'est-à-dire une image nette. Alors, le rôle de l'encodeur est d'apprendre à faire le lien entre l'image avec bruit et l'image sans bruit. Ensuite, on entraîne le modèle à s'adapter pour donner une sortie, une image nette, et en suivant le même fonctionnement mentionné précédemment. Merci.